Bonjour à tous, j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir un nouveau trader dans l'émission Conversation de trader. Il s'agit d'Adrien. Adrien qui nous a rejoint, qui a rejoint l'entité Graph Trading en tant que trader. C'est un trader et un manager de Trading Room. Vous allez découvrir aujourd'hui son interview pour savoir qui c'est, d'où il vient, quelle est son histoire. Donc on va le présenter. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, également à mettre un commentaire, à poser vos questions à Adrien si besoin également dans les commentaires de cette vidéo. Nous terminerons par le coin des nouvelles comme d'habitude. Je souhaite un très bon visionnage de cette interview, une très belle écoute si vous l'écoutez juste comme ça en podcast. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume. Ravi de te recevoir sur ma chaîne. Donc ça fait un petit moment déjà que tu es dans la communauté et cette dernière a décidé, en tout cas quand on a posé le sondage comme ça, a sollicité effectivement une interview de toi pour faire ta connaissance. Et donc aujourd'hui nous sommes là. On a un petit moment à passer ensemble et merci tout d'abord pour avoir accepté cette invitation. Alors, on va commencer par les traditionnelles questions. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et voilà, raconter un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené finalement au trading? Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir me présenter à un plus grand nombre de membres de la communauté parce qu'ils entendent déjà un petit peu ma voix, mes analyses écrites, etc. sur ce que je peux transmettre ou j'essaye de transmettre en tout cas sur Telegram. Et là, ils vont pouvoir mettre un visage. Donc, je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans, bientôt 28 ans. Je vis actuellement en France pour le moment. Hein. Après, j'ai des projets de partir très prochainement à Chypre notamment, donc un peu plus loin en Europe. Donc, on aura l'occasion peut-être de se revoir de manière plus concrète à ce moment-là, puisque je me rapproche un peu de la Russie. J'ai 27 ans, comme j'ai dit. Je trade depuis 6 ans maintenant, assez activement. Alors, il faut savoir que le trading, c'est une partie de mes revenus. C'est pas Mhm. mon revenu principal. Je sais que on a déjà eu l'occasion d'échanger sur cette idée-là, que souvent le trading, c'est bien aussi, quand on commence encore plus, d'avoir d'autres sources de revenus et que ça soit un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'utilise mon trading actuellement. Je trade activement principalement le matin. Mais derrière, j'ai d'autres activités. Je suis aussi dans le marketing, je suis dans l'hypnothérapie. On aura peut-être l'occasion d'en revenir, quelque chose d'un petit peu plus original pour les gens que ça intéresserait. Et donc, à l'origine, comme je viens de le dire, j'étais hypnothérapeute. Donc, j'ai commencé, moi, mes études, etc., là-dedans. À l'âge de 19 ans, j'ai commencé à me former à l'hypnose thérapeutique. C'était une passion, en fait. Hein, c'est venu très, très tôt, puisqu'avant même d'être majeur, je m'intéressais à tout ça. Et en fait, je parle de l'hypnothérapie parce que je viens au trading par cet univers-là. Assez drôle que ça puisse paraître. En fait, un jour, j'ai rencontré une personne qui trade tout simplement et qui avait besoin d'un accompagnement. Et c'est vrai que moi, la première fois, la personne est venue me dire qu'elle avait besoin d'un accompagnement mental par rapport à ça. Je l'ai regardé avec des yeux, mais qu'est-ce que je fais? Tu achètes des actions, des cryptos, j'en sais rien. Et c'était un univers totalement nouveau pour moi. Et c'était mon premier contact à ce moment-là avec le trading. Puis j'ai accompagné cette personne pendant plusieurs mois sur tout ce qui était justement la gestion des émotions, mais aussi la rééquilibrer sur tout ce qui est sommeil, etc., puisque ça a beaucoup Mhm. d'impact. Et du coup, ça a été voilà le moment où j'ai commencé à m'y intéresser. Je suis quelqu'un de curieux de base et on a pu échanger avec cette personne. Surtout ça, elle m'a fait découvrir cet univers-là. Et c'est comme ça que je tombe dans le trading à ce moment-là, au début de manière novice. Puis petit à petit, bah, le trading, c'est un peu comme quand on tombe dans la soupe. C'est soit on adore, soit on déteste. Par contre, quand on adore, en général, on finit par vraiment bien s'y intéresser et bien creuser les choses. Et du coup, bah, maintenant, ça fait partie de mon quotidien en grande partie, en tout cas. D'accord. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui t'a plutôt amené, attiré vers le scalping plutôt qu'une autre horizon de temps, plutôt qu'un autre horizon de temps, et peut-être que tu traites d'autres horizons de temps aussi, hein, je ne sais pas. Alors, personnellement, je suis le plus grand des impatients. Déjà, mais j'ai l'honnêteté de le savoir Mhm. vis-à-vis de moi. Bon, quand on commence, on touche à beaucoup de choses. Bon, déjà, on creuse un petit peu tous les styles. Je pense que c'est la nouveauté. On a besoin de découvrir le scalping, l'intraday, le swing, l'investissement. On a besoin de se trouver. On a besoin d'expérimenter. Et puis après, je pense que c'est une question d'affinité. En réalité, je pense qu'il faut écouter cette affinité aussi parce qu'on est bien meilleur dans les domaines où on a de l'affinité. Moi, comme je viens de le dire à l'instant, je sais que je suis impatient, je sais que j'ai besoin d'avoir rapidement
les résultats des scénarios que je vais jouer. Voilà, j'aime que ça se déroule devant mes yeux. J'ai pas envie d'avoir des positions ouvertes. J'ai pas, quand je termine de trader, il faut que ça soit terminé. Ma session est finie. J'ai terminé ma journée. Je passe à autre chose. Donc tout ça, en fait, m'a naturellement drivé vers le scalping, quoi. C'est devenu assez naturel pour moi. Et après, en parallèle, je fais aussi de l'investissement, mais c'est plus vraiment du trading, on est plus sur du Mhm. placement. Bon, bah, comme beaucoup de monde, hein, j'investis un petit peu sur les cryptos, je diversifie, hein, crypto, même de l'investissement immobilier. On va retrouver aussi pas mal de stock picking. Je fais beaucoup de value investing, c'est-à-dire je profite des ce qu'on appelle les soldes parfois, donc les actions qui sont sous-évaluées par rapport aux performances qu'elles sont en train de sortir, au compte de résultats, etc. Donc voilà, ça va un peu se diversifier sur cette partie-là, mais le scalping reste à 90% de mon activité dans le trading, Ok, de super. manière générale. Alors, en ce moment, il y a un bull run là, sur la crypto. Je suis obligé de poser la question. Ça va sûrement intéresser des gens. Est-ce que toi, tu es un peu orienté crypto? Est-ce que parce que je vois que tu es très passionné par le trading en général. Est-ce que cette histoire de crypto, tu as déjà essayé, tu as déjà touché? Alors, j'ai de l'investissement passif sur la crypto. J'essaie d'avoir un système. Maintenant, on a pas mal d'applications qui permettent de base, dès qu'on paye quelque chose, ils nous prennent une partie qu'ils investissent dans les cryptos, etc. Donc, j'ai commencé l'investissement crypto là-dessus, mais c'est vrai que c'est plus passif. Je peux pas me considérer comme un crypto actif. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont dans l'écosystème des cryptos, de la smart, enfin de la DeFi, des smart contracts, etc. Donc eux vraiment, ils sont dans l'écosystème, ils creusent. Moi, je me considère pas à ce point-là connaisseur des crypto-monnaies. Je suis vraiment plus un suiveur pour le coup sur les cryptos. Mais dans l'avenir, petit à petit, je commence à m'y intéresser parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses. On parle beaucoup de Bitcoin, mais on a aussi l'Ethereum, qui est pour le coup un petit peu moins cher et qui est très très implanté dans l'écosystème. Hein, de ce que je sais, encore une fois, je vais survoler le sujet. Je suis pas un mastodonte de la crypto, mais on sait que l'Ethereum, par exemple, va apporter beaucoup dans tout ce qui est les smart contracts, etc. Donc, je commence à m'y intéresser, on va dire. Pour le moment, j'essaye de profiter des bull runs, effectivement, des phases de retracement et d'investissement passif, un peu comme on ferait ce qu'on appelle un DCA, enfin voilà, comme on ferait sur de l'ETF très passif. Donc, en moyenne, en fait, vu que je suis assez jeune, pour le coup, je peux me permettre de le faire. Mais c'est pas encore quelque chose voilà où je suis impliqué à 200%. Mais D'accord. ça viendra. Ok, alors si on rentre juste un tout petit peu dans la technique, dans le scalping, je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Et puis après, on ira creuser d'autres aspects et d'autres questions que je t'ai préparées. Toi, quel est ton type d'approche en scalping? Alors, je sais que tu partages beaucoup tes analyses et merci de le faire, d'avoir accepté de le faire pour la communauté, parce que ça fait un petit peu de sang neuf, un petit peu des points de vue différents. Et tu es sur des sujets qui sont très complémentaires aux miens, que tu maîtrises beaucoup mieux que moi. Sur la partie scalping, toi, c'est quoi ton dada? Quel est ton type d'approche? Si tu peux en toucher quelques mots. Oui. Alors, déjà, il y a beaucoup de choses à dire sur les approches. On peut essayer de synthétiser. Mhm. Donc déjà, moi, je traite principalement les indices US en session européenne, parce que je trouve que les sessions US c'est un choix personnel. Encore une fois, on en revient à l'idée de se connaître. Les sessions US sont un petit peu trop nerveuses pour moi. Je suis quelqu'un Mhm. en plus qui aime faire d'autres choses les après-midi, qui suis plus dynamique le matin. Je me connais au niveau de ce qu'on appelle le chronotype, ce qu'on est du matin, du soir, etc. Donc je sais que je suis plus efficace le matin, que j'ai besoin en fait d'avoir à la fois la nervosité du scalping et à la fois l'absence de nervosité des sessions européennes sur les indices US me permettant de quand même pouvoir réfléchir à ce que je vais faire et pas devoir entrer tout le temps dans le rush comme on peut avoir sur les sessions US aux ouvertures où ça peut vite partir dans tous les sens. Ouais. Donc ça va être les indices US le matin. Principalement, on va utiliser tout ce qui est volume profile pour ceux qui connaissent, donc outils de level 2. Moi, je me focus énormément sur les volumes. C'est un choix parce que, alors je sais qu'il y a le temps pour les gens qui connaîtraient tout ce qui est market profile, beaucoup plus TPO. Hein, on parle des TPO, les fameuses lettres qu'on peut voir sur certains graphiques, sur certaines plateformes. J'utilise les deux, mais j'ai une préférence quand même pour le volume profile. C'est un choix, encore une fois, c'est une habitude parce que pour moi, les volumes transmettent énormément d'informations. Le temps aussi, mais en tout cas, je pars plus sur les volumes, aussi bien volume profile pour le coup que volume en barre aussi, cumulatif delta. Donc tout ce qui est relié en fait au volume, aux échanges qui se passent dans les bougies.
Derrière, je vais trader principalement pour le coup sur du 1 minute à 5 minutes. Ça peut m'arriver de trader sur du 5 minutes, donc on quitte un peu le scalping quand on est sur du 5 minutes. Ça va dépendre un petit peu de la nervosité du marché. Quand on a des marchés très nerveux et que je sens que ça mèche beaucoup, que les niveaux ont un peu de mal à tenir, etc., je vais peut-être switcher sur du 5 minutes où je vais prendre moins de positions, mais je vais avoir du coup un petit peu moins de faux signaux sur mes entrées. Et quand à l'inverse, on est sur des ouvertures où il y a de la direction, où le marché a l'air de respecter les niveaux, on a des volumes qui rentrent au bon moment, etc. Là, on peut voilà privilégier un scalping sur du 1 minute qui va être plus nerveux. On va aller chercher peut-être un petit peu moins de ticks, mais qu'on va répéter plus souvent du coup de par le 1 minute. Mais voilà, en général, je dirais que je suis très actif pendant, on va dire, une bonne heure sur les marchés. Et puis en général, j'ai des objectifs quotidiens. Si je fais les objectifs quotidiens derrière, je vais pas me forcer parce que je sais que le trade de trop, il arrive vite, surtout en scalping où la concentration est assez intense et assez concentrée et on peut vite faire une bourde, mal placer un stop et en fait manger une énorme partie de ses gains. Et là, psychologiquement, c'est vite le drama. Alors, on Donc, a parlé de psychologie. Je prends ce mot pour me ouais, raccrocher et rebondir sur une t'en question. prie. Euh, alors, à l'heure où on se parle, ça n'a pas encore démarré, mais à l'heure où la vidéo sera publiée, ça sera déjà en place. Tu as également accepté de démarrer une trading room. Tu as également accepté de démarrer une trading room, donc ça c'est génial. Ça veut dire qu'en fait c'est une trading room qui va fonctionner le matin et sur ton type de trading, qui est en fait mon type de trading aussi sur les indices. Et tu vas uniquement te concentrer, comme tu l'as dit, sur ces indices donc US, puisque c'est ta façon de trader à toi et voilà. Et donc, via cette trading room, tu vas probablement voir des étudiants. Et moi, j'avais une petite question sur justement la caractéristique, puisque tu as déjà animé des trading rooms auparavant. Quelles est, en tout cas, je ne sais pas, ou peut-être il y en a plusieurs, les caractéristiques des étudiants qui réussissent le mieux de ce que toi tu as vu? Alors, c'est une question à la fois précise et à la fois large. Je dirais qu'il y a. Allez, je vais commencer par mon joker, un peu la phrase bateau. Chaque trader est différent, donc chaque trader peut réussir d'une manière différente. Néanmoins, effectivement, je pense qu'il y a quand même des critères. Il y a quand même des critères. Je dirais que la première chose qui moi me marque, ça va se faire sur l'aspect professionnel ou non de son trading. C'est-à-dire il y a des gens qui vont s'investir de manière très structurée, très rigoureuse en fait dans leur trading avec des horaires. Comme le ferait un sportif de haut niveau, elles vont se lever à la même heure, elles ont une routine du matin qu'elles préparent. Par exemple, elles vont sortir dehors, elles vont faire de la respiration, etc. Donc, elles vont vraiment être comme un sportif de haut niveau, très disciplinées, très rigoureuses avant de commencer même leur trading. Et du Mhm. coup, bah, naturellement, pendant la session, mais elles vont l'approcher avec tout de suite une approche professionnelle. C'est-à-dire qu'elles vont pas avoir peur de s'enregistrer, elles vont pas avoir peur de commenter ce qu'elles font, elles vont pas avoir peur d'avoir un journal et elles vont surtout prendre le temps de le faire. Donc ça, je dirais que c'est la première chose, c'est de quitter, c'est les personnes qui vont quitter l'image du trading égal argent facile. Vraiment, qui vont le dire, OK, c'est un métier. Un métier, ça demande un effort. Et c'est cet effort qui me rémunère, que ce soit sous forme de salariat ou même quand on est indépendant, notre rémunération, elle dépend quand même aussi de notre effort, de l'effort fourni. Donc, je pense que ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose la plus importante, si je devais en donner une deuxième, qui me vient tout de suite, c'est ça va être au niveau, je dirais au niveau de la résilience. Ça, c'est quelque Mhm. chose d'assez marquant. Alors, je réfléchis un peu hein, quand je le dis, la manière dont je le tourne, parce que c'est des mots forts et j'aimerais bien les expliquer. Pour moi, les traders qui réussissent, c'est ceux qui ont la capacité à dire, à réfléchir au fait que le marché sera là demain et à se contrôler en fait dans les pertes. Je dirais que la résilience, elle vient surtout dans les pertes parce que c'est facile d'être résilient quand on gagne, quand on a des séries de gains, etc. Bien que on peut estimer qu'il faut aussi savoir se contrôler quand on gagne, mais je dirais que la différence, elle se fait aussi face aux pertes et face à la pensée de reset en fait. C'est dans ce sens-là que je dis la résilience, de se dire, bah, il y a des journées où le marché, il est juste pas fait pour moi, il matche pas avec mon approche et je le comprends pas. Ouais, il y a des jours où on le comprend pas. Le marché, c'est pas rationnel, hein, c'est un lieu de rencontre qui n'est pas rationnel. Donc, il y a juste des jours où on est à côté de la plaque. Et ces jours-là, comme tu le dis d'ailleurs assez souvent bien dans les récaps que tu fais sur les change prop firm, ton roto prop firm, etc., ces challenges, ces moments-là, c'est là où il faut maîtriser ses pertes. C'est ces quelques jours où on est en difficulté qu'il faut se contrôler.
Et surtout, derrière, il faut la capacité à passer à autre chose, la mentalité stoïcienne pour les gens qui auraient étudié ça, qui dit que ce qui ne dépend pas de nous, en fait, vaut mieux pas se concentrer dessus. Nous, on peut se concentrer sur le fait on a fait notre routine, on est arrivé avec cette vision professionnelle, on s'est structuré, on a fait notre journal, etc. Ça dépend de nous. Par contre, derrière le résultat de notre aide, ou si le marché a décidé d'être plutôt sympathique ou pas aujourd'hui, ça dépend pas de nous. Donc, il faut savoir s'en détacher et avoir cette rigueur de dire, bah, je coupe. Là, j'ai atteint ma daily limit ou c'est trop pour moi psychologiquement, je sens que je vais dérailler, je m'arrête, j'ai la résilience de revenir le lendemain avec un sang neuf, une vision neuve, grâce notamment aux routines, etc., dont on a parlé avant, qui vont servir à ça. Donc pour Ouais, moi, voilà. c'est deux Ouais. choses principales. On trouve vraiment plein de sujets qu'on pourrait développer pendant des Oui, heures et je suis content que tu les abordes. Ça prouve ton sérieux et ton professionnalisme parce que cette notion de reset, hein, dès que j'ai entendu le mot, je dis ouais, en fait, c'est ça. Et c'est ce que je dis aussi à mes étudiants et pas forcément dans les toute propre firme. Et je leur dis, soyez en fait comme un poisson rouge tous les matins. En gros, c'est une image pour dire le poisson rouge, l'image du poisson rouge qui tourne autour du bocal et à chaque fois il fait un tour, il a oublié en fait, donc il en fait ouais. un deuxième. Il découvre à chaque tour, il dit qu'il n'a pas de mémoire éventuellement. J'en sais rien, je suis pas scientifique, j'ai jamais étudié la question vraiment, mais C'est la grande question existentielle, le poisson c'est rouge. ça, c'est la grande question. Est-ce que et c'est vrai que voilà, faire ce reset tous les matins, essayer de faire abstraction, de faire fi de son PNL qui soit Oui, extrêmement positif, et c'est dur hein, dans l'euphorie de faire abstraction de ça. On est sur un nuage, on est bercé comme dans un cocon, et il n'y a rien de pire finalement. Mais oui, pareil, quand on s'est pris un petit revers, eh bien, il faut également y aller de façon un petit peu faire abstraction, parce que souvent c'est sa psychologie qui va se mêler à ses stratégies, et si on n'a pas de process vraiment clairement oui, établi, eh bien, les deux peuvent se mélanger. Donc, on prend plus les trades parce qu'on a peur, ou au contraire, on fait des trades revanchard parce qu'au contraire, on a envie de remonter sur son equity. Et le plus difficile, je pense que c'est ça, et ça se transforme du coup en qualité pour les personnes qui l'ont, c'est de pouvoir faire abstraction et de dérouler en fait le processus tous les jours, quels que soient ses résultats. Quels que soient ses résultats exactement. précédents étant très difficile à admettre parce qu'on est toujours habitué, je vais te rendre la parole juste après, on est Oui, toujours habitué à gagner de façon linéaire quand on est salarié. Mais oui, ça commence déjà dans l'enfance, hein, on a de l'argent de poche tous les mois. Et puis ça diminue pas dans les années. oui, c'est vrai. Puis, moi qui ai des enfants, en général, on vient rajouter. Il a 12 ans, paf, on rajoute. 13 ans, 14 ans, bon, bah, C'est ça les coûte taux un peu plus d'intérêt. cher. Ça mange plus, etc. Donc là, avoir la démarche, faire un pas, dire, OK, je suis pas toujours sur le top de mon equity, je peux avoir des drawdowns, mais j'essaie de pas compter et de continuer ce que je fais. Ça, c'est vraiment très difficile et je voulais Et rebondir là-dessus. je dirais qu'en plus, en scalping, ça peut être parfois plus difficile parce que le scalping, en fait, si tu veux, tu n'as pas, là où un swing trader ou même un day trader a la notion de gain-perte, il oscille assez souvent en se disant, bah, finalement, je sais que de base, je vais osciller. Alors que le scalper, souvent, il a des phases où il va enchaîner des gains parce qu'il va scalper des quelques ticks, quelques ticks, quelques ticks. Et du coup, en fait, le cerveau, inconsciemment, on reste des êtres humains et il va finir par s'habituer à cet état de gain. Et du coup, la perte peut être beaucoup plus perturbante finalement pour quelqu'un qui a trop l'habitude de gagner que Oui, pour quelqu'un qui est aussi entre ces deux phases-là et pour qui en fait ça fait partie du process parce que on entend souvent et j'aimerais juste dire ça sur la partie psycho, parce que je pense que c'est important. On entend souvent des gens dire quand il faut trader, il faut être un robot. Pour moi, c'est absurde. Après, on pourrait débattre là-dessus. Mais en fait, on est des êtres humains. Si on veut être un robot, bah, on code un robot ou on va faire de l'algo ou peu importe. Mais on reste des êtres humains et c'est aussi une force dans certaines situations de trading parce que ça nous permet de sentir le marché, par exemple, pour aller du pouls du marché quelquefois ensemble ou au carnet quand on a le pouls pour être plus dans ton domaine. On sent le marché, ça c'est quelque chose, par exemple, sentir un marché sans être dans l'ésotérisme ou rentrer sans raison, hein, bien évidemment. Mais il y a quand même une dynamique qui se ressent dans un marché qu'un robot peut avoir du mal à percevoir, par exemple. Mais un être humain n'est pas un robot, c'est normal qu'il ait des émotions. Mais la différence, elle va se faire effectivement dans les gens qui vont accepter cette idée qu'ils aient des émotions et qui du coup vont avoir des réponses par rapport à ces émotions, qui vont
de même se dire, ben, je trade que 1 heure ou je trade qu'une heure et demie parce que je sais que mes émotions à un moment vont intervenir, versus les gens qui vont finalement essayer de se mettre des œillères sur les yeux, de dire non, il faut trader comme un robot, il faut trader comme un robot, et qui à la fin vont faire l'effet inverse. Parce qu'en fait, à force de se mettre cette pression, de se dire, ah, mais j'ai pas le droit d'être déçu parce que j'ai pas pris un bon trade ou les choses comme ça, vont finir par imploser. C'est comme les gens qui n'en parlent pas, qui ont des émotions qui les laissent à l'intérieur des années, et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ils explosent en plein vol. C'est un peu la même chose. Et surtout dans un métier comme le trading, où d'ailleurs, de plus en plus, on est accompagné. Et là, c'est le thérapeute qui parle. Il y a des raisons pour ça. On est accompagné parce que le trading, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dessus. C'est un métier qui est extrêmement difficile psychologiquement. Donc, c'est normal d'avoir des émotions, en fait, comme dans tout métier. Ouais, exactement. Et en fait, moi, ça me faisait réfléchir à ce que tu dis, à cette notion du temps. La notion du temps, on l'a tous, quoi. On est salarié, on se projette. Et c'est naturel de se projeter, on est humain. Donc on se dit, OK, si je gagne ça par jour et que c'est ma moyenne sur 20 jours, alors dans un mois, j'en suis là, dans 3 mois, j'en suis là, dans 6 mois, j'en suis là. Et en fait, moi, j'ai compris, et de toute façon, je reporte, hein, je reporte à madame, à la patronne. Et c'est vrai que quand, par exemple, j'ai tendance à donner trop de détails ou à reporter trop souvent, c'est une mauvaise chose parce que elle n'est pas dans le trading du tout. Même si elle me connaît déjà depuis des années, elle sait ce que c'est, qu'il y a des hauts et des bas, elle n'est pas là-dedans. Il y a cette notion de temps, en fait, je pense que c'est un tip que je donne, ce qu'il faut essayer de mettre un petit peu sous le tapis. Le temps n'existe plus. C'est-à-dire que vous, en fait, le trader, il fait son job. Mais si par exemple il se retrouve avec un objectif et qui se donne ensuite des objectifs de gain à réaliser absolument dans la journée parce qu'il veut obtenir ses objectifs à la fin du mois, la fin du mois, elle n'existe pas sur un marché. Il n'y a pas de fin du mois. Enfin, je veux dire, si, il y a des, le marché, lui, ne reconnaît pas cette notion d'intervalle de temps. Il ne reconnaît pas cette notion de toi combien tu dois gagner tous les jours. Et donc cette notion de temps, quand on arrive à la mettre sous le tapis, à un petit peu l'oublier, et juste à se concentrer sur, entre guillemets, l'instant présent, c'est un peu la mode, mais de se concentrer sur son process plutôt que le temps, c'est là qu'on arrive le mieux. Parce que finalement, on remonte jamais aussi rapidement. En fait, une equity, ça veut dire, mettons, on a une série de pertes, on a perdu, mettons, 3 jours de gain. Eh ben, en général, les gens qui arrivent à faire abstraction de ça, moi je l'ai remarqué parmi mes étudiants, à se dire, OK, c'est ce que je disais juste avant, donc on fait reset, poisson rouge, le temps n'existe plus, je fais juste le meilleur de moi-même ici et maintenant, on remonte très rapidement en essayant d'oublier finalement. Oui, C'est pour ça que, mais de toute façon, tu l'as déjà dit dès le départ, j'allais te poser la question des caractéristiques de ceux qui réussissent le moins, mais c'est un peu antinomique, quoi. C'est un petit peu le contraire de ce que j'ai dit, de ce que tu as oui. dit tout à l'heure aussi, de cette notion de temps et qu'il faut essayer d'oublier. Alors, Je suis tout ouais. à fait d'accord juste par rapport à cette notion de temps, parce qu'effectivement, si tu veux, le temps est une pression, forcément, et puis surtout, on nous a éduqués à raisonner en termes de temps par rapport à l'argent. Le salariat, notamment, nous a éduqués à faire ça. Même l'école, en fait, très tôt, nous a éduqués, même si c'est pas relié à l'argent, mais nous a éduqués à à nous dire, plus vous passez des heures, plus vous allez avoir des résultats, par exemple. Donc, on a toujours eu ce lien, temps et argent à le corréler. Et alors qu'en fait, le trading et comme d'autres activités proches du trading, je pense à l'entrepreneuriat ou des choses comme ça, c'est totalement décorrélé de le temps-argent. Il faut arriver à le décorréler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font Ouais. des sommes d'argent astronomiques que des gens ne pourraient même pas imaginer en 15 fois moins de temps qu'une personne pour avoir un salaire de base. Donc il faut, je pense, effectivement avoir arrivé à décorréler, à se décorréler de ça et surtout de se dire que, où je te rejoins sur les phases de drawdown, quand on cherche à mettre un temps, surtout quand on est dans ces périodes-là, se dire, voilà, il faut que je remonte dans tant de temps, on va faire des trades qu'il ne faut pas prendre. Enfin, mais moi, le premier, quand dans le passé, j'avais ces phases-là, maintenant, j'ai travaillé dessus. Mais c'est même pas juste du trade revanchard, c'est qu'en fait, on a tellement peur de pas avoir, de jamais revenir, qu'on a une sensation de rush qui se passe et on dit, il faut que je me prouve en fait que je veux revenir tout de suite. Et en général, qu'est-ce qu'elle fait? Le drawdown, il se creuse, il se creuse, il se creuse, et après, il n'y a plus de compte. Donc, euh, donc voilà, c'était la parenthèse, je rejoins un petit peu ce que tu dis par rapport à ça et je Non, mais rebondis. voilà, c'est exactement c'est exactement le point. Tu l'as bien expliqué, d'où ça vient, etc. Et c'est pour ça que moi, dans les road to prop firm, du coup, la règle, c'est je me fixe pas d'objectif ni de temps, ni de gain. Et je suis tranquille. Et je réalise mes petites journées comme ça.
je duplique sur tous mes PA, sur tous mes comptes privés, et puis ça marche bien comme ça. Et, Exactement. et c'est vrai que quand, en fait, il y a aussi, quand on est en famille, mais ça, je le dis, je le vois, hein, c'est que forcément, on a envie de se projeter. On a envie de se projeter sur les vacances, on a envie de se projeter sur le projet des travaux, sur le projet d'un achat. Et en fait, quand on est entrepreneur, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Bah oui, on peut estimer, on peut Oui. dire, on peut donner, on peut estimer vraiment de façon grosse maille, mais on est toujours dans cette industrie-là, en tout cas du trading, c'est toujours un gros point d'interrogation. Donc en fait, on fonctionne très souvent avec un tampon financier, en fait un matelas, on appelle ça, financier pour absorber les chocs, pour absorber également les projets, pour absorber les vacances aussi, hein, parce que quand on est en Mm. vacances et qu'on ne veut pas travailler normalement par définition, eh ben, il faut absorber ça, c'est ce manque à gagner. C'est ça qui est difficile, en fait, hein, quand on est professionnel dans cette industrie. D'après toi, en fait, quelles sont les caractéristiques de ceux qui réussissent le moins en essayant de ne pas dire le contraire des qualités des autres? Mais j'ai une idée en fait toute précise de ça parce que vraiment pour moi c'est la raison numéro une en fait. Au fur et à mesure des années, je me suis fait la réflexion aussi vis-à-vis des gens que j'ai pu avoir, accompagner, voir, côtoyer, vis-à-vis de moi-même aussi parce que j'ai évolué aussi dans mon trading et je continue d'évoluer. Hein, on évolue tout le temps, surtout dans des marchés qui évoluent eux aussi, donc on est obligé de s'adapter. Et ça rebondit un peu par rapport à ce que tu disais aussi, les attentes, le fait de planifier. Donc, ça fait une bonne transition. Pour moi, la raison numéro une de l'échec en trading, en fait, c'est pas du tout ce que les gens croient ou ce qu'on leur vend sur même la psychologie, etc. La vraie raison numéro une, je dirais que c'est les attentes démesurées des gens. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, tout découle de ça. C'est-à-dire que ce sont les attentes démesurées qui vont faire que vous prenez trop de trades parce que vous voulez tellement faire d'argent que du coup, vous prenez plein de trades. Ce sont les attentes démesurées qui font que vous chargez beaucoup trop. Parce que vu que vous avez des attentes démesurées très rapidement, eh bien, il faut que ça aille vite. C'est vos attentes démesurées qui vous rendent revanchard. Parce que forcément, ben, du coup, vu que vous avez des attentes démesurées, à la moindre perte, c'est pas juste une perte pour vous, c'est un coup de poignard dans vos rêves, en fait vu que vous avez des attentes démesurées. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je mets l'image du coup de poignard volontairement. Quand j'ai commencé, c'était des coups de poignard. C'est-à-dire que dans ma tête, on m'avait survendu le marketing, trading, etc. Moi, je me voyais déjà la belle vie sur une île dans ma villa. Et puis voilà. Et en fait, Tu arrives, tu vas à Chypre déjà. j'y arrive, je m'approche de l'île. Je m'approche du soleil déjà. Mais en fait, du coup, cette attente, et le creux, en fait, entre cette attente et ma réalité actuelle, ça, c'était un coup de poignard quand je perdais. C'est-à-dire que c'était pas le PNL qui m'importait, c'était pas le drawdown qui m'importait, c'était que moi, au lieu de faire un pas vers mon rêve, je faisais trois pas en arrière. Et ça, c'est pour le cerveau, pour le cœur, pour les émotions, c'est très, très violent. Et j'ai commencé à régler ça juste quand j'ai dit, bah, en fait, c'est OK de faire 1, 2% sur un mois, en fait. C'est OK. C'est OK parce que du coup, en faisant ça, ben, je vais peut-être risquer par trade que 0,10, 0,20%. Je vais être super à l'aise avec ça. Je vais pas être en pression, donc je vais faire des meilleurs trades, etc. Et en fait, c'est OK. C'est OK. Et en échange, derrière, la seule astuce, ben, c'est d'augmenter son capital. Et en fait, je pense que les gens, quand ils comprendront que la clé du trading, c'est pas la performance, mais c'est la sous-performance en étant surcapitalisé, c'est là que se tient s'il devait y avoir un graal, entre guillemets, en trading, il se tiendrait là. C'est pas une Super approche intéressant. Ouais. c'est de comprendre que, eh ben, donnez-vous 2 ans, 3 ans, construisez, même si vous passez par les propres firmes qui sont de belles opportunités, construisez-vous 10, 15, 20 comptes propres firmes, faites-les tous s'il faut en 6 mois, mais au bout de 2 ou 3 ans, vous seriez surpris de voir que vous allez être capitalisé à 500 000, 600 000 si vous le faites proprement. Et là, tout de suite, eh ben, 1 ou 2%, c'est bon, c'est OK, sans prendre de risque en fait. C'est juste OK. Et vous faites déjà largement à 6 000 euros par mois. Pour donner des chiffres, vous êtes déjà plus riche que la majorité des Européens, en fait. Donc, soyez réaliste sur vos objectifs, ça va vous diminuer la pression et Mhm. vous allez voir que ben, votre trading, il va tout de suite exploser dans le bon sens, en fait. Enfin, moi, ça a changé ma vie, en fait. Ouais, bah, génial, super, super conseil, effectivement. Et c'est aussi ma façon de trader, hein, tu vois. Alors, c'est sûr que sur les propres firmes, on va prendre 80 euros, 80 dollars, 100 dollars, parfois 30 dollars. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le drawdown, c'est 2500 balles.
En gros, ça permet quoi, ça? Cette gestion-là, et je vais te lancer sur la propre firme aussi, juste derrière, parce que tu as commencé à en parler. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que en étant ultra prudent et en cherchant à se capitaliser, bon, je répète ce que tu dis en gros, mais ça permet effectivement de mieux supporter ces phases de drawdown, parce que si je perds 150 balles ou même 200 balles, c'est pas grave. C'est pas grave. Je les remonte très facilement. Je ne me suis pas mis en danger par rapport à ce drawdown de 2500 $ Oui, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et même si j'avais, quand on a 50 000 $ et qu'on s'autorise, c'est un compte personnel, hein, et qu'on s'autorise un drawdown de 10-20%, évidemment, c'est une somme beaucoup plus importante oui. que 2500. Donc on est déjà à 5000, 10 000 Mm. de drawdown autorisé. Donc on va chercher des journées supérieures. Mais l'idée du trader, du scalper, c'est d'amasser des petits gains et de contrôler, d'être ultra critique sur les pertes, quoi. Et ça, c'est vraiment. Et ça revient à ce que tu dis, c'est la gestion des attentes. Le coup de poignard dans les rêves, c'est super bien dit. C'est qu'est-ce que tu attends et il faut pas être trop en attente, trop à l'écoute de ses rêves au début. Faut se dire, OK, on apprend, on part pour apprendre, on part pas pour tout de suite pour devenir riche. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on disait au début que le trading, au départ en tout cas, doit être la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que après, une fois que vous êtes très stable dans la durée, ça peut prendre beaucoup plus de place dans votre vie. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vous êtes capitalisé, etc., c'est assez facile après, entre guillemets, une fois qu'on est capitalisé, de sortir des revenus. Quand on est capitalisé, encore une fois, comme on disait, le pourcentage diminue et ça fait les mêmes revenus. Donc c'est pas si compliqué. Mais au début, ne misez pas tout sur le trading en fait. Ça c'est N'ayez pas peur de vous diversifier, n'ayez pas peur de trouver d'autres sources de revenus plus stables, et vous verrez qu'en fait, naturellement, du coup, votre trading, il va devenir meilleur. Ça va de soi parce que vous enlevez la pression Mm. et ben, vous Alors, avez moins. l'expression la cerise sur le gâteau, je renvoie, c'est un truc aussi que j'ai appris. La première fois que je l'ai entendu, c'était lors d'une interview de Arnaud Gaboury. Salut Arnaud, si tu nous écoutes, qui est un trader, un ancien trader à la criée, et puis qui est resté dans le trading toute sa vie. Il a été dans les floors, il a tradé pour des institutionnels, et maintenant il trade à son compte, plutôt sur la crypto. Mais c'est vrai, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ça le concept, quoi. C'est essayer déjà de scaler sa vie avec du trading, mais aussi, parce que, je veux dire, faut pas rêver, des mois négatifs, ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui. On peut avoir, alors chez moi c'est rare, hein, mais En je me dis scalping, c'est c'est plus une rare. éventualité. C'est une éventualité. Il faut vivre, il faut continuer de vivre avec ça, il faut continuer à alimenter, faire tourner la boutique, comme on dit, hein, Oui. payer les charges et compagnie. Alors la propre firme, du coup, si je m'arrête un peu dessus, Oui. que penses-tu? Alors moi je ne donnerai pas mon opinion, je l'ai déjà dit suffisamment de fois dans les autres interviews. Que penses-tu, toi, personnellement, de la propre firme? Quand est-ce que tu as découvert ce concept-là? Alors, je sais pas si je l'ai découvert au début. En tout cas, quand je l'ai découvert, j'ai pas l'impression qu'il y avait tant de gens que ça qui en parlent. Ça fait à peu près moi, comme je disais, ça fait à peu près 6 ans que je trade et j'ai découvert ça il y a, je dirais, à peu près de manière active. C'est-à-dire, je me suis intéressé il y a à peu près 3 ans. Ah, en fait, ça fait longtemps par rapport au boom de la Oui, propre voilà, mais firme. c'était un peu en sommeil en fait pendant très longtemps. C'est-à-dire que c'était presque réservé aux initiés qui en entendaient parler ou des choses comme ça. Mais ça a été d'abord démocratisé beaucoup par le CFD, par les propres firmes CFD, parce que c'est des propres firmes qui ont mis énormément en marketing. Ouais. Euh, et ensuite, on est arrivé sur l'aspect futur. Donc, déjà, il y a la question CFD versus futur. Je sais que les gens vont se la poser. Il va y avoir beaucoup d'interrogations là-dessus. On voit beaucoup de gens, même dans la communauté, qui en parlent. Pour moi, en fait, un bon CFD, si c'est un bon CFD, c'est OK. Une propre firme CFD, si c'est une bonne propre firme CFD, c'est OK. Le problème, en fait, des CFD qu'on peut avoir sur les propres firmes CFD, ça va être principalement qu'il y a un peu, c'est la barrière à l'entrée est tellement plus faible que forcément, enfin plus faible entre guillemets, parce qu'il faut quand même du capital quand on lance une propre firme. Mais Ouais. si on veut arnaquer les gens, ce qui s'est vu hein, avec beaucoup de propres firmes CFD malheureusement, celles qui ne sont pas réputées, qui n'ont pas d'historique, etc., qui sont arrivées, qui ont fait un one shot, elles ont pris l'argent de tous ceux qu'elles pouvaient, de toutes les personnes à qui elles pouvaient le prendre. Elles savent que les statistiques sont en leur faveur, la majorité ont échoué et puis elles sont parties avec. Donc ça, c'est arrivé comme on a eu des courtiers CFD qui ont fait la même chose. Pour le coup, des courtiers, quand ils allaient, des fois, qui venaient de Chypre, parce que Chypre n'était pas forcément très bien régulé par rapport. Rassure-moi, tu vas pas devenir courtier. Alors écoutez, c'est un projet. Non, non, mon objectif, c'est bien de rester de l'autre côté et de plus être dans le trading que le courtage.
Mais du coup, effectivement, les prop firmes CFD, je dirais qu'il faut pas en avoir peur, mais qu'il faut se tourner vers les prop firmes qui sont les prop firmes les plus connues. On va pas spécialement nommer. Et encore, effectivement, faut quand même faire attention puisqu'on a vu ce qui est arrivé avec une certaine prop firme qui était pourtant Ouais. bien réputée et qui je crois, qui est encore en conflit judiciaire. Hein. Donc, faut quand même faire attention à ça. Et après, d'un autre côté, si on veut se professionnaliser, pardon, un peu plus, pour moi, les prop firmes futures restent le plus intéressant parce que ça reste un marché qui est plus professionnel, qui est régulé. Il y a moins de manipulation de par les courtiers ou autre chose, puisqu'il ne peut pas y en avoir, tout simplement. Tout le monde voit la même chose. Donc, pour moi, si on veut se professionnaliser, on va vers les propres firmes futures. Après, effectivement, j'entends que les gens qui veulent trader du Forex, ils préfèrent les propres firmes CFD. Mais vous savez, petite parenthèse, vous pouvez trader du futur sur les devises. Sauf que c'est juste pas des paires, en fait. Mais vous avez accès aux futures devises, l'euro, etc. Alors, moi, je connais pas assez le trading sur devises uniques. Il faudrait voir les coûts, etc. Si ça explose pas. Mais en tout cas, vous pouvez voilà aussi regarder de l'euro sur futur, par exemple. Donc, moi, je dirais professionnalisation. Le futur, ça reste mieux. Sachant qu'en plus, en réalité, maintenant, les propres firmes futures, elles sont tellement concurrentielles entre elles, que c'est tellement compétitif qu'elles baissent tous les prix. Même les plus grosses propres firmes qui ont pas l'habitude de faire des promotions, elles ont fini par avoir un forfait de base au même prix. Donc, vous n'avez plus vraiment d'excuses sur ça, en fait, de se dire le CFD, c'est peut-être moins cher, etc. En réalité, pas forcément. Alors, effectivement, c'est peut-être moins cher derrière, parce que quand on traite du futur, on peut avoir des frais. Mais encore une fois, tout dépend de votre projet. On en revient à l'idée des gens qui réussissent. Si vous avez une vision professionnelle du trading, faut pas avoir peur de vous investir, y compris un peu d'argent dedans, pour avoir un outillage professionnel. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est un peu le prop firm versus CFD. Sinon, l'idée de l'opportunité, pour moi, enfin, on peut critiquer les prop firms, mais en fait, pour moi, c'est magnifique les prop firms en fait pour beaucoup de gens. Enfin, on se rend pas compte. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir un secteur où on vous dit si t'es bon, on va t'aider à te propulser dans ce secteur en fait. Enfin, c'est littéralement ce qu'ils disent. On vous dit si vous êtes suffisamment bon pour nous prouver que vous êtes bon dans la durée, que vous êtes stable, que vous avez une approche professionnelle, on va vous permettre de vous professionnaliser, de vous capitaliser. Je veux dire, qui dirait non à ça? Les sommes que vous proposent les propres firmes, il y en a beaucoup qui arriveront même pas à les économiser toute une vie. Donc, autant vous en servir de levier. C'est un levier qui est incroyable, qui, comme tu le dis très bien, vous évite de faire des bêtises avec votre propre argent. Donc, entre guillemets, quand on voit certains abonnements à 30, 40 euros par mois, eh ben, on fait quelques sacrifices sur des services de VOD ou des choses comme ça, et on se professionnalise derrière. Mais c'est trouvable, 30 à 40 euros par mois, en réalité, si on veut vraiment se professionnaliser. Puis vous commencez par un compte, ensuite le compte, si vous arrivez à en faire quelque chose, vous payez les autres comptes avec, et ainsi de suite. Et puis après, vous faites votre pool de comptes comme tu as, toi, par exemple, ton côté qui copie. Et là, vous avez une merveilleuse opportunité. Moi, je pense néanmoins qu'il faut se servir de cet argent-là pour quand même placer une partie de cet argent en investissement. Si vraiment on aime la partie finance, etc., placer une partie de vos bénéfices sur de l'investissement passif, placer une partie de vos bénéfices éventuellement sur un compte personnel quand même, parce que Mm. je suis quelqu'un qui ne supporte pas de dépendre d'une tierce personne ou d'une tierce entreprise. Demain, il décide de partir, la propre firme, vous faites comment? Ça peut être compliqué. Donc, c'est bien de s'en servir en levier. Je pense que derrière, c'est bien de splitter un peu ses œufs dans différents paniers. Et après, c'est mon avis personnel. Et je trouve que moi, c'est ultra motivant, la propre firme. Ouais. T'imagines, à l'époque, t'avais, en fait, pour trader, tu avais en Europe quasiment, et d'ailleurs, bon, jusqu'à récemment, hein, on ne jurait que par les CFD, quoi. Hein. C'est Oui. parce que ça, il y avait qu'en Europe que ça existait. Et maintenant, en fait, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de capital ou qui ne veut pas engager son capital a la possibilité. En fait, c'est comme un jeu, quoi. C'est vraiment, c'est ça que je dis, c'est passionnant. C'est dans le sens où ça marche. Il y a réellement des payouts. Oui. Voilà, moi je touche de l'argent avec ça, quoi. J'ai des PA. Et donc ça marche. C'est réellement ça marche. Et c'est vrai que ça force quelque part. Les gens ont besoin de règles, quoi. C'est vrai que quand tu es tout seul dans ton coin, que tu traites ton capital, tu fais des conneries monumentales. Et si on se pose la question, est-ce que c'est plus facile de trader avec son propre capital ou avec la propre firme? Moi, je vais vous dire, vous avez plus de pression avec la propre firme parce que vous allez faire moins de conneries. Avec votre propre capital, si vous avez 50 000 et que vous en claquez 10 000, en fait, vous allez les claquer assez rapidement, ces 10 000 là. Parce que vous n'avez pas cette pression. Même si, bah alors, sauf si vous mettez des listes stop loss, etc. et Oui. machin.
Mais personnellement, il y a un coin de votre cerveau qui va trouver que c'est beaucoup plus simple de trader son propre capital, mais beaucoup plus difficile de faire de l'argent. Oui. Alors que sur propre firme, ben, il y a un cadre, ça rassure les gens, il y a un cadre. Voilà, on ne peut pas dépasser 5%. Et 5%, c'est large. Mais voilà, on ne Tu as dépasse pas aussi 5% de perte. tu C'est as tout. aussi un challenge en plus au niveau de l'ego. Quand tu passes un Ah, challenge, ouais. tu veux te prouver quelque chose. C'est-à-dire Oui, que l'humain, il aime gagner son challenge, il aime se prouver quelque chose. Quand tu trades tout seul, effectivement, c'est ton capital, tu as moins ce challenge-là, tu as moins ces paliers, ces objectifs. Donc il y a ça aussi qui joue. Je rejoins en fait ce que tu dis sur cette idée que ça te cadre. En fait, ça joue aussi sur cet aspect envie de se prouver quelque chose positivement en fait. ouais, non, c'est ça, c'est excellent. Donc, moi j'encourage effectivement les gens à attaquer le prop trading quand ils en ont l'opportunité. Et comme tu l'as dit, hein, mettez d'abord un ticket de 40 balles, pas plus par mois. Vous mettez pas d'objectif de temps. Parce que, en fait, le problème, c'est que les gens sont pressés, tu l'as dit, c'est la principale critique. Et au lieu de partir sur un challenge, il y en a 20, on peut en prendre 20 d'un coup. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils en prennent 10 ou 20. Et Les, ils vont payer 600 balles par mois de challenge. Alors, tu m'étonnes les qu'au bout de 10 profils en mois, ont compris, hein. au bout de 10 mois, c'est 6 000 balles. Ah oui, les propres firmes ont compris. Après, on peut pas leur en vouloir. Elles, c'est un business. Ouais, Elles ont besoin de le faire tourner. Donc, elles se servent du marketing. Les propres firmes vont tout faire pour vous inciter à prendre des tailles de position démesurées, à les passer le plus vite possible. Mais elles vous obligent pas pour autant. Donc, c'est à vous d'avoir cette autogestion. Surtout que les propres firmes actuelles, ce sont quand même. Moi, je me souviens des modèles quand ça débutait, où c'était des modèles où vous aviez des limites de temps. Très souvent, c'était surtout sur CFD, mais on vous disait vous aviez 30 jours. Vous aviez même des propres firmes futures qui créaient des modèles un peu moins chers, spécifiques. Vous aviez que 14 jours, sans citer de nom, c'est pour fou. vous Ouais. inciter en fait à dérailler. Parce qu'en fait, en plus, le marché, 14 jours, enfin, il peut être juste dans une mauvaise phase. Et dans ce cas-là, vous avez juste pris un challenge au mauvais moment. Et là, je trouve ça déroutant de perdre à cause de la malchance, en quelque sorte. Donc on a même sur ça, les propres firmes ont quand même se sont améliorées parce qu'avant, à l'époque, c'était ils vous forçaient énormément à rusher à une vitesse, en plus des prix qui du coup, comme on le disait, vous mettent moins de pression maintenant qu'avant. Parce qu'effectivement, si vous payez même un seul compte au prix qu'on avait avant, à coût de 200 ou 250 euros par mois, je peux comprendre qu'il y a une pression pour quelqu'un qui est pas énormément Ouais. capitalisé. 250 euros par mois pour un compte, on se dit, oula, faut pas que ça dépasse plus de 3 mois parce que sinon je commence à transpirer au niveau Attends, des mais dépenses. dis-moi un petit peu les prix en France. Moi, j'ai oublié. 30 euros, c'est quoi? C'est un ticket de cinéma maintenant? Ah, peut-être pas un ticket de cinéma, C'est bientôt pas un ça va être ticket. le cas. Ça va être le cas avec l'inflation, mais oui, en ticket de cinéma, on est à 12-15 euros. Donc en fait, vous faites 2 cinémas par mois, déjà vous avez la première. En fait, c'est moins qu'un plein d'essence. Voilà, on va dire comme Oui, ça. ah bah oui. Ah bah alors là, à plein d'essence, vous avez plusieurs comptes propres là. Et c'est qu'une fois par mois. C'est qu'une Remplissez que fois de ça. par mois, voilà. Et il n'y a pas les bouchons. En plus, il n'y a pas les Ah bah, bouchons et l'entretien de la voiture. sauf si on traite sur le ZN pour la petite blague, où vous pouvez ne pas être déclenché. Donc il y a des bouchons. C'est vrai. Alors, notre entretien s'approche de la fin et j'ai une petite dernière question pour toi. Si tu pouvais donner un, deux ou trois conseils à des traders, aux traders en général, de la communauté qui souhaitent réussir dans le trading. Oui. Alors le premier, je vais essayer d'être innovant par rapport à ce qu'on a déjà dit. Le premier conseil, je dirais, c'est d'oublier la recherche du Graal. Là, c'est quelque chose de personnel qu'on a tous vécu, je pense, quand on commence le trading. On Mhm. recherche la méthode. Je sais que tout le monde vous l'a peut-être déjà dit sur Internet, faut pas chercher le Graal, etc. Mais en fait, tout le monde nous le dit, personne ne le fait. Donc, bah, je vais le répéter, je vais rajouter ma pierre à l'édifice encore une fois là-dessus, parce que pour moi, c'est une vérité. C'est-à-dire que déjà, si vous êtes par exemple des gens qui backtestaient un minimum, vous verrez que chaque stratégie a des périodes où elle est plus en difficulté, des périodes où où elle explose positivement. Et puis, du coup, bah, pendant ces périodes-là, vous allez switcher sur une autre stratégie qui, elle, va marcher pendant cette période, mais ne marchera plus pendant que l'autre fonctionne. Et vous allez finir avec une tête, vous allez être ce que moi j'appelle des experts de la théorie. En fait, vous allez être des très bons analystes. J'adore cette phrase parce que je m'étais pas à la réflexion quand j'ai commencé. Avant de devenir un trader, j'étais un très bon analyste, mais j'étais un mauvais trader. En fait, pour moi, du coup, ça résume parfaitement cette idée, l'idée qu'il y a des très bons analystes qui ne sont pas nécessairement des traders. Et en fait, le problème quand on cherche, d'ailleurs, c'est deux métiers différents, hein, parallèles. Si vous le saviez pas, quand on travaille en institutionnel, si c'est pas du trading algorithmique, l'analyste et le trader sont deux métiers parfaitement distincts.
D'accord? Le trader intervient en se basant sur ce que l'analyste lui fournit en général, à plus d'avoir un gestionnaire de risque. Mais du coup, quand vous cherchez le Graal, quand vous cherchez en permanence la nouveauté, les nouvelles méthodes, vous cherchez à trouver ce qui marche tout le temps, vous finissez par être une encyclopédie sur pattes. Et donc, vous êtes un superbe analyste. Alors, si on fait une interview de vous sur l'analyse technique, vous pouvez aller au salon d'analyse technique, vous ferez forte impression. Il n'y a aucun problème. Vous maîtrisez tous les indicateurs, etc. Par contre, vous êtes paralysé par ça au moment de trader. Parce que quand on trade, c'est différent. Un trader, c'est une question de timing, surtout en scalping. C'est une question de gestion de position, de money management, de psychologie. Tout ça, ça s'apprend pas dans les approches techniques nécessairement. C'est un autre domaine. Et du coup, ça, c'est mon premier conseil. Arrêtez de chercher le Graal. Il y en a pas. Mhm. Travaillez pour devenir un trader et non pas pour un expert de l'analyse technique. Prenez une méthode qui vous parle, avec laquelle vous êtes à l'aise, et maîtrisez-la à 200, 300%, 400%. Devenez un expert là où les autres se sont arrêtés à la surface, en fait, de cette approche-là. Il n'y a pas besoin d'aller 15 000 fois plus loin dans toutes les méthodes. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Le, le, le deuxième conseil, que moi je donnerais, c'est toujours dans l'idée de ne pas se disperser sur les méthodes, mais de ne pas se disperser aussi sur les actifs, parce que je trouve que beaucoup de débutants veulent trader beaucoup trop de choses en même temps. Et en fait, en faisant ça, vous reniez l'idée même du concept de probabilité en trading. Parce que, par exemple, vous avez testé votre méthode alors, je suis pas le plus grand mathématicien du monde, mais je vais essayer de vous faire une explication des probabilités. Par exemple, vous avez backtesté votre méthode, mettons sur le DAX. Et donc, ça fonctionne bien sur le DAX. Vous savez que vous gagnez X% du temps, peu importe que vous scalpiez ou non, hein, on sort de ce contexte-là. Et vous remarquez, vous vous dites, bah, ça va être la même chose sur le CAC 40, ça va être la même chose sur le Dow Jones, etc. Alors déjà, pas forcément, parce que un backtest et une approche peut mieux fonctionner sur un marché. Mais surtout, en fait, vous pouvez neutraliser votre avantage statistique. C'est-à-dire que si vous êtes dans la phase où vous gagnez sur le DAX, mais que vous êtes dans les 40% du temps où vous perdez sur le CAC 40 et que vous tradez les deux, bah, les gains du DAX, ils s'évaporent avec le CAC 40. Je sais que ça peut paraître, c'est bateau, hein, ce que je vous dis. Mais regardez le nombre de gens sur le Forex, notamment. On voit beaucoup sur le Forex. Vous avez les paires qui sont hyper corrélées. Vous avez des gens qui surchargent sans penser aux corrélations. Et en fait, ils pourraient être gagnants s'ils faisaient que de l'euro-dollar, par exemple. Mais en fait, vu qu'ils splitent leur approche sur plein de paires, eh ben, ils neutralisent leur avantage statistique. Parce que pendant qu'ils sont dans une phase de gain sur un actif, ils sont dans une phase de perte sur l'autre. Et en fait, ils sont toujours flat. Et du coup, ils fournissent un effort qui est dingue pour être flat. Donc ça, c'est vraiment, je pense que le deuxième conseil, c'est que moi, personnellement, mon trading, il a pris un boost au moment où je me suis focus sur un actif et que j'ai commencé à apprendre ce qu'il fait, comment il bouge, à apprendre ses volumes, etc. Personnellement, je traite principalement le SP500. On en a parlé au début. Mhm. Et en fait, il bouge pas de la même manière. Donc, j'ai appris à le voir, j'ai appris à le sentir petit à petit et du coup, à être plus en corrélation avec lui. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, pour ne pas répéter ce que j'ai dit, moi, j'aurais eu envie de reparler de baisser vos attentes parce que c'est très important, donc je vais le redire en bonus. Mais je vais rajouter une troisième chose. C'est ça, je trouve qu'on le dit pas assez aux gens. Prenez l'habitude de vous faire accompagner psychologiquement. N'ayez pas honte de vous faire accompagner psychologiquement en trading. Je sais que ça peut surprendre que je dise ça, mais c'est un métier de haut niveau, d'accord? Psychologiquement, c'est pour moi l'un des métiers les plus durs au monde, pour la simple et bonne raison que c'est le seul métier où une connaissance que vous avez peut s'avérer ne plus être viable dans 6 mois et il va falloir pivoter. Et je peux vous assurer que ça, pour le cerveau, c'est très, très difficile. Parce que, par exemple, quand vous apprenez une langue, bah, l'anglais, il va pas changer. Vous apprenez l'anglais, vous continuerez de savoir parler anglais. Le trading, c'est apprendre l'anglais, puis peut-être qu'un an après, le marché va décider qu'on va plus parler anglais, mais chinois. Et là, vous êtes Oui. là, vous regardez, mais j'ai pas appris de chinois. Et ça, pour le cerveau, c'est très difficile, voire ça peut être destructeur pour des gens. Donc, n'ayez pas peur de vous faire accompagner par des experts en psychologie, ne serait-ce que de parler, donc de vous entourer. C'est excessivement important de s'entourer déjà d'autres traders, d'avoir des moments d'échange. Ça va vous décharger psychologiquement, mais ne restez pas dans votre coin. Le trading, c'est déjà un métier solitaire, en grande partie, où vous êtes seul face à vous-même et en plus où il y a une pression psychologique qui peut être destructrice. Donc ne vous isolez pas et n'ayez pas peur de consulter des gens, des experts, de la psychologie. Il n'y a aucune honte à ça. Même les meilleurs coachs sont accompagnés, les sportifs de haut niveau sont accompagnés. Donc encore une fois, si vous voulez vous professionnaliser, faites les mêmes choses que ces gens-là. Si Teddy Riner, je sais pas, au judo, il se fait accompagner, alors qu'il a je sais pas combien d'années d'expérience et qu'il sait ce qu'il fait, et ben, il se fait quand même accompagner. Donc, un trader particulier, il a toutes les raisons de se faire accompagner aussi.
parce que ça lui requiert d'être dans un niveau de performance qui est assez exceptionnel hein, pendant les phases de session. Ouais, Voilà, ça serait excellent, pour moi Adrien. les trois conseils. Merci beaucoup. Effectivement, ne pas se surestimer. Au contraire, en fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu la grande différence entre un professionnel qui sera très modeste sur ses compétences et son savoir-faire et un amateur qui, au contraire, lui va essayer de se gonfler, de se faire la Tout à grenouille fait. plus grosse que le bœuf, quoi. Et en fait, plus tu sais que tu ne sais rien, hein, le fameux adage. Donc, faites-vous accompagner, quoi, sur la psychologie, voilà, sur la préparation mentale, tout simplement, pour Et venez nous performer. voir sur Telegram si vous voulez échanger. Exactement. On peut en échanger sur Telegram. Eh bien, écoute, sur cette Exactement. question, on clôture l'entretien. Je te remercie de tes analyses, de cette interview de qualité. J'ai bien aimé toutes tes réponses. Je pense que je suis à 100% d'accord avec l'ensemble. Donc, merci encore une fois. On se retrouve du coup dans Telegram, on se retrouve dans Discord et également on se retrouve dans ta trading room puisque cette trading room est dorénavant ouverte et donc je vous invite là dans le lien vous trouverez le lien dans la description de la vidéo à vous y inscrire pour participer, pour trader avec Adrien. Et merci à toi en tout cas pour l'invitation. C'était Merci. très enrichissant d'échanger. On parlait de l'importance d'échanger. Bah, c'est aussi dans ces moments-là de pouvoir Écoute, avec voilà, échanger plaisir. sur Moi, divers sujets. tout plaisir était pour moi de t'inviter. Et puis, à l'occasion, si besoin, si les personnes, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et éventuellement, on pourra refaire des sujets, parce qu'Adrien est toujours, je crois, un thérapeute. Je ne sais pas si tu consultes tout, Oui, enfin, tu fais toujours des consultations? je suis toujours actif. Donc, je suis Toujours actif. Ouais. hypnothérapeute de formation, mais je fais aussi ce qu'on appelle de la programmation neurolinguistique pour les gens qui connaîtraient un peu Ok. l'univers de l'inconscient, etc. Et je suis toujours actif. Je suis un peu moins actif qu'avant, mais j'ai toujours des consultations, etc. Ok. Eh ben, dans ce cas, effectivement, pourquoi pas se refaire un sujet vidéo où on irait un petit peu plus en Oui, profondeur dans ce domaine passionnant. tout à Je fait. lance un peu Avec l'idée comme plaisir. ça. Avec grand plaisir. À bientôt, Adrien. À bientôt, Guillaume. Ciao. Ciao. Voilà pour l'interview. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup, Adrien, encore une fois, de t'être prêté au jeu, d'avoir montré ton visage aussi. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, pour les nouvelles, vous avez donc deux trading rooms maintenant avec deux traders, Guillaume et Adrien. Le Guillaume, il fait du trading sur le carnet d'ordre, sur les bons du trésor futur. Et Adrien fait du trading sur les indices, notamment sur le SP 500. Vous pouvez nous rejoindre, vous avez le lien qui est ici, donc formation.gravetrading.com. Ce sont des trading rooms qui sont relativement accessibles, vous allez apprendre énormément de choses puisque Adrien, comme moi-même, nous ne faisons pas que commenter des opportunités, on explique beaucoup de choses, on explique beaucoup de processus, d'accord? Et ensuite, si vous avez besoin de rentrer dans le détail de ces processus, d'en savoir plus, de vous professionnaliser, vous avez la formation complète de scalping. Actuellement, je suis en train de faire une refonte de cette formation-là. En fait, on va dire que 80% du socle va rester. Je vais changer effectivement les graphiques, je vais le dire d'une façon différente. Je vais enregistrer la totalité. Ce qui va venir se rajouter en plus, c'est un module sur le trading au carnet d'ordre qui sera très complet. Qui va posséder, je pense, entre 70, 80, 90 slides, hein, donc vraiment ultra complet, pour vous expliquer tout mon système, et ça va vous permettre non seulement de trader au carnet d'ordre sur des carnets lourds, mais également d'utiliser le carnet d'ordre comme un élément dans votre trading sur indice, puisque vous le savez, sur les indices, ça bouge très très vite, et donc dans un carnet aussi, ça bouge extrêmement vite. Également, il est question d'un module qui sera rajouté ultérieurement, sur le mois d'avril, mai peut-être, par Adrien, pour expliquer justement la spécificité de son trading. Puisqu'on a une façon de trader qui se ressemble à la base, mais lui, Adrien, il a également ses propres outils, et ceux-là seront précisés justement dans ce module. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end de Pâques. Profitez bien, profitez de vos familles, pas trop d'excès de chocolat. Et puis on se retrouve pour la semaine prochaine pour un point sur le Road to Prop Firm. Très bon week-end, ciao.